Bonjour et re-bienvenue à cette autre émission de la série 50 ans et après. Je me retrouve en compagnie de Mme Clairette Biron, et j'aimerais qu'on aborde cette fois-ci la partie de votre existence qui s'est faite à partir de votre retraite, à partir du moment où vous avez cessé de travailler à plein temps. Euh, J'allais dire que vous avez cessé de travailler, mais je n'oserais pas dire ça parce que je pense que vous avez continué à travailler beaucoup. Oui. Et je pense qu'entre autres, par exemple, vous avez été l'artisan qui a lancé le projet de quai, en fait, à Bécancour. J'aimerais que vous me parliez de cette expérience-là. Oui, exactement. Après, après que j'ai pris ma retraite, retourné travailler et réarrêté après, j'ai été impliquée, c'est d'abord par la présence sur le comité des fêtes du 50e qui a fait en sorte que je me suis Le impliquée 50e de de la Bécancour. ville de Bécancour, c'est D'accord, ça, le d'accord. 50e de la ville de Bécancour. Et on a fait une grosse partie des activités sur le quai de Saint-Angèle. Et en même temps, mon mari travaillait sur le projet pour faire un aménagement du quai avec toute une équipe de gens de Saint-Angèle. Un aménagement scénique ou quel genre C'est d'aménagement? un aménagement pour en faire un parc récréo-touristique. D'accord. On trouvait que c'était pas possible de laisser ce site-là sans qu'on puisse le fréquenter, l'utiliser et profiter de sa beauté. Alors, tout ça s'est fait à peu près simultanément. Faire le plan des trottoirs de bois, l'édifice pour l'édifice de service, le projet de la tour d'observation et tout ça. Et quand ça a été à peu près terminé, ben là, on a dit, c'est un parc récréo-touristique, mais il faut que ça soit animé, il faut que ça vive. Et pendant les activités du 50e de ville de Bécancour, il y avait eu des spectacles. On avait loué un gros chapiteau. Et c'est parti. On a parti l'OSBL, parce que c'est un organisme sans but lucratif, a été fondé pour la, toute la structure, toute l'infrastructure du quai. Et c'est après que la vocation puis la mission de l'animation de ce site-là est arrivée, après les fêtes du 50e. Et cet été, on va Et c'est là qu'est commencer né le concept de quai, en fait, en Oui, quelque tout sorte. à fait, tout à Alors, fait. pourriez-vous nous dire un peu, là, mettons, si je m'en vais voir quai, en fait, un dimanche, à quoi je dois m'attendre? Qu'est-ce qu'il y a comme spectacle à ce moment-là? Le dimanche, avant midi, à 11 heures, vous allez avoir droit à des spectacles de musique classique, En plein air? de jazz en dessous du chapiteau, soit de musique classique, jazz. On a un trad par été habituellement de chant. Soit on a déjà présenté de l'opéra, du chant de jazz. La base on appelle ça les musiques et bulles parce qu'on dit les gens dimanche matin peuvent prendre un petit verre de bulle et écouter de la belle musique. Et nos artistes sont issus des cégeps, universités, conservatoires, c'est où qui viennent de terminer, puis ils sont vraiment émergents sur la scène. Euh, Alors, c'est une activité estivale ah du oui, dimanche midi oui, ça sur dure un une site heure. magnifique Oui, qui est le quai tout de à fait. Saint-Angèle. Oui. On voit Trois-Rivières, on voit le fleuve, un Ah, petit bout du lac de l'autre côté. C'est une façon très agréable de passer le dimanche. Et vous avez été un petit peu comme l'âme de ça. C'est vous qui avez... ben, on a tout eu, on était une belle équipe, l'équipe du quai en fait, et on a bâti ça vraiment tranquillement, pas vite, avec des grands principes, une mission claire, animée, donner de la place à nos artistes, faire en sorte que ce soit un site. Alors les gens viennent, ils viennent juste pour marcher. Des fois, il y a des spectacles, des fois c'est gratuit, des fois ça coûte quelque chose, mais
ils ont accès à tout ça, puis en même temps, ils regardent les pêcheurs, ils montent dans la tour d'observation. On présente des cours aussi, toute la semaine, il y a des cours yoga, tai chi. Et vous faites toujours ça de façon bénévole, c'est simplement une Ouais. façon de rendre Oui. service à la communauté. C'est Oui, vraiment... moi là, actuellement, mon rôle, je suis la présidente du conseil d'administration. Alors, c'est sûr qu'en partant, c'est bénévole et c'est correct comme ça. Et là, depuis 2 ans, ben là, on a une permanence en la personne de M. Pascal Doucet, qui est directeur général, mais qui avait toujours été sur le conseil d'administration à titre de bénévole. Alors, puis à un moment donné, l'occasion s'est présentée, puis... Je souligne ça parce que ça démontre un petit peu aussi vos talents d'entrepreneur. Et là, j'aimerais faire allusion à l'auberge Bécancour aussi, Oui. Que vous avez gérée et qui est maintenant est sous la responsabilité de votre fille. Oui. Parlez-moi de votre implication dans l'auberge. C'est que mon mari a décidé, on est les deux passionnés par des choses un peu nouvelles, puis des projets qui allument. Alors, mon mari avait vu que le manoir Bécancour était un petit peu en décrépitude, mais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec ça. Alors, il a décidé de se lancer puis d'en faire une belle salle à manger. Et naturellement, ben, on l'habitait. Alors, j'ai été impliquée dans cette entreprise-là. Pendant longtemps? Oui, on l'a eu. Je n'ai pas vraiment la mémoire des chiffres, là. C'est toujours pas moi qui tiens Mais les... vous étiez Ah oui, une proche facile, 20 collaboratrice. 20 ans facilement. Ah oui, 20 ans facile. Et c'est devenu un endroit quand même qui avait un renom, là. Oui. Les gens... Oui. Ouais. Oui, on avait une bonne table. Puis c'est quand même aussi, c'est un commerce qui a évolué avec le temps. Mon mari avait fait une étude de faisabilité lors de la maîtrise à l'UQTR. Et puis là, s'en venait Abbaye, s'en venait des usines dans le parc. Alors, le temps était bon pour ça. Alors, c'est sûr que moi, j'ai été impliquée dans l'entreprise. Est-ce que vous aimiez le service à la clientèle en particulier, moi, ou la gestion? J'aimais plus l'accueil. Ouais. J'ai pas jamais vraiment fait de service, sauf pour aider quand ça arrochait. Expression... Ça devait arriver de temps en temps. Oui. Mais c'est plus l'accueil des gens, s'assurer que les gens étaient bien servis, que les gens étaient contents. Et donc, après coup, vous avez décidé de léguer tout ça à votre fille, qui est maintenant la gestionnaire de tout ça. Exactement. Ma fille est allée travailler à Londres pendant quelques années et elle a rencontré son mari là-bas, qui est un Italien. Et là, à un moment donné, elle nous appelle de Londres, puis elle nous dit est-ce que vous connaîtriez, nous autres, on aurait envie de s'en venir. Les deux travaillaient dans l'hôtellerie à Londres. Alors, on aimerait se partir une entreprise, puis Mario s'en viendrait au Québec. Ça fait qu'il est venu passer une fin de semaine, regarde ça, puis mon mari a dit, ben si jamais ça vous convenait, peut-être que moi, ce sera le temps que je tire la révérence. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, ma fille et son conjoint de l'époque... Quand même. Encore une autre circonstance de la vie qui vous a amené quelque part, oui. Sans nécessairement que ça ait été planifié comme ça. Tout à fait, tout à fait. Jasmine avait étudié en gestion hôtelière. Jasmine a baigné dans l'hôtellerie. Très jeune, était d'une efficacité, était déterminée. Elle, à 17 ans, elle dirigeait des équipes. On faisait des fois des gros traiteurs, entre autres. On avait eu à l'Arena, puis c'est elle qui était responsable d'une équipe. Elle était tombée dans la soupe, là. Okay. Alors, je fais un petit peu du coq à l'âne, mais c'est simplement pour démontrer qu'après 50 ans, la vie ne s'arrête pas. J'aimerais ça que vous me parliez du pont.
un peu qui... Bien, le pont, ce qui est arrivé, c'est... Mettez-moi ça en contexte pour que je comprenne bien. C'était en quoi? contexte, c'est que j'avais pris ma retraite. Oui. 35 ans de travail. Et là, quelques mois après avoir pris ma retraite, je reçois un téléphone de la coordonnatrice de la commission scolaire qui me dit Clairette, accepterais-tu pour un mois ou deux de prendre en charge des étudiants qu'on ne peut pas réintégrer dans les écoles parce que, à cause de la sévérité des difficultés de comportement, elle me dit Oh, pas long, un mois ou deux, pas plus. Bien sûr. Alors, j'ai dit OK, je vais aller voir les dossiers. Puis, j'aimais beaucoup le fait qu'elle me dit T'as carte blanche pour faire quelque chose du travail, puis il y a une enseignante, parce que de toute façon, il fallait que la commission scolaire assure la scolarisation de ces enfants-là. Alors, au lieu d'envoyer une enseignante qui allait dans les 3, 4 milieux familiaux, on ramenait les enfants, on bâtissait une structure, une classe. Et là, c'est là que j'ai pensé à faire une structure de classe qui s'appellerait le pont, pour faire le pont entre une situation qui va plus ou moins bien, mais qui va être un passage, puis on va traverser les difficultés pour pouvoir réintégrer notre classe. Alors, c'est un programme de rééducation avec des enfants perturbés, de l'âge de 11, 12, 13. Là. C'était des garçons, on n'avait pas eu de filles. Des garçons qui avaient déjà commis quand même des gestes physiques violents et tout ça. Et à un moment donné, vous impliquiez les parents là-dedans aussi, On a j'imagine? impliqué les parents dès le départ. Ça a été une structure, on était très, très, très sévère, mais en même temps très empathique, aimant et considérant pour les difficultés des enfants. On disait par exemple la rééducation, mais on appelait ça l'atelier des trucs. On va se donner un truc pour pas tout le temps se fâcher puis tout casser quand on a de quoi. Mais on n'allait pas gratouiller. C'est des enfants qui avaient des misères grandes. On n'allait pas trop gratouiller. On disait, on va se prendre un truc. Cette fois-là, ça n'a pas bien marché. Demain, tu vas voir, ça va bien aller. Encourager, travailler avec fermeté, rigueur, mais bonne humeur. Et ça donne des bons résultats. Ça donnait des Oui, bons parce résultats. que le but, c'était que les enfants soient réintégrés. Euh, je me rappelle, tu sais, des fois, il y a des beaux cadeaux dans la vie, là, mais il y a un père qui me dit, parce qu'on a réussi à intégrer dans une classe régulière. Le petit gars n'avait jamais été au régulier. Et son père me dit, après 2 ans, là, il était rendu en 6e année, il avait fait dans la classe avec notre équipe au pont, on était 2, là, moi puis l'enseignante, il avait comblé les retards qui manquaient. Il avait dit, c'est la première fois qu'il y a un vrai bulletin. Wow. C'est la première fois qu'il y a un vrai bulletin. Puis après ça, on a passé au secondaire. Puis là, au secondaire, il disait, ben là, j'ai pas envie d'avoir une technicienne au cul. Ben j'ai dit, t'as raison, moi non plus, j'aimerais pas ça. Fais tes choix, puis on va faire les nôtres. Ben, je vois que dans ce cas-là aussi, c'était quelque chose qui vous a donné beaucoup de satisfaction. Beaucoup. Je continue mon coq à l'âne et Oui. je sais que vous avez fait Compostelle. Oui. Alors, quel âge vous aviez quand vous avez fait Compostelle? Ah, ben c'est dans ma phase entre 50 et 60. C'est des belles années pour moi, je trouve, la cinquantaine, soixantaine, oui. Début soixantaine, oui. Alors, parlez-moi un peu de Compostelle. J'ai fait de Compostelle avec ma sœur, mon frère, puis mon neveu. On était les 4. On a fait le Camino del Norte, qu'ils appellent. On est parti, on a fait tout le nord de l'Espagne. Okay. À pied. Donc, ça représentait combien de kilomètres? Ben, on a fait 350 kilomètres parce que mon frère travaillait encore, ma soeur aussi. Moi, je venais juste de prendre ma retraite. De toute façon, c'était l'été. Alors, j'étais en congé. Et on ne pouvait pas se rendre complètement jusqu'à Compostelle, mais on a fait 350
360 kilomètres. On marchait à peu près une moyenne de 25-27 kilomètres par jour. Quand même. Mais plus ou moins. Des journées un peu Ouais. moins, d'autres journées un peu plus. Mais Donc, une douzaine de jours à peu près, là? oh non, ça a été un bon 15 jours. 15 jours? Oui. Vous couchiez Oui. dans les auberges Oui. spécialement Les donc, albergues. alberguées. Oui. Et donc, vous semblez en avoir gardé des bons souvenirs. Oui. Qu'est-ce que vous avez... Compostelle, c'est des très bons souvenirs, mais c'est tout un défi physique. Il n'y a pas un matin où, pendant les 20 premières minutes, quand on met notre sac à dos, puis ça pèse 20 quelques livres, que le corps ne nous dit pas « Oh non, tu ne vas pas encore me faire ça aujourd'hui. » Puis que dit oui, c'est comme ça, puis que ça prend 20 minutes avant qu'il finisse par dire le corps, OK, d'abord, on marche. C'est très exigeant, mais en même temps, c'est touchant. On voit toutes les choses avec un autre regard. Premièrement, c'est qu'on a le temps de tout voir. Puis nous, en marchant dans le parcours du nord de l'Espagne, on était un grand bout sur de la nature escarpée, sur le bord de la mer. Ah oui, des beaux sites, des beaux paysages. Des beaux sites, ouais. un parcours qui n'est pas facile, par exemple, montagneux, beaucoup de montagnes, monte, descend, exigeant physiquement, mais tout ça ensemble, des belles anecdotes, des aventures. C'est sûr que des fois, on arrivait un soir, je raconte une anecdote parce qu'on était dans une petite auberge, puis la dame, on avait fait 32 kilomètres. On avait... Une bonne journée, ça. Une très bonne journée. Alors, la dame dit, est-ce que vous voulez visiter la chambre avant de la prendre? On prenait 2 chambres, les 2 gars, puis moi et ma sœur. Mais il fallait monter 3 étages. Ça fait que mon frère dit, moi, c'est ça, pour voir, ça sera propre. Mais j'ai dit, elle a besoin d'être sale en mots, juste pour pas que je le prenne. Moi, je monte pas pour aller voir puis revenir faire monter. J'en ai assez. On est moins difficile aussi dans ce contexte. Tout change de perspective là-dessus. Je cherche plus dans les restos la belle nappe et tout parce que tout est différent. La tenue vestimentaire, on avait 2, 3 vêtements, puis on les lavait le soir pour les reprendre le lendemain pour limiter les bagages. Ça m'amène à vous parler de voyage. Est-ce que vous aimez voyager? Est-ce que vous avez voyagé beaucoup, ou par plaisir ou par obligation? Par plaisir, par obligation. J'ai des enfants qui ont travaillé à l'étranger, alors bien Vous avez obligé un fils de qui visiter. était militaire? Mon fils est dans la GRC, puis il a eu des mandats de travail en Malaisie pendant 1 année, et puis 4 ans en Afrique du Sud. On ne peut pas ne pas aller visiter nos enfants. Ben non, c'est ça. Tout bon parent va voir ses enfants. Tout bon parent va voir ses enfants. Puis ma fille a travaillé une couple d'années en Angleterre. Elle a marié un Italien. Alors, c'est sûr que du côté de l'Europe, France, Angleterre, Italie, on a fait ça, mais on a fait beaucoup l'Asie aussi. Notre premier voyage, Yvon et moi, sac à dos, on est allé au Vietnam. Extraordinaire, à une époque où ça commençait à peine le tourisme. Vraiment, Donc, c'était pas des voyages nécessairement traditionnels ou non, jamais, dans un 4 étoiles, puis tout compris, ce genre de choses-là. On n'a pas fait ça, sauf une fois on est allé en Chine, parce qu'en Chine, c'est autre chose. Oui, c'est sûr. Mais au Vietnam, on peut très bien se débrouiller avec l'anglais, puis même le français, parce que ça a déjà été une colonie française. Alors, c'était bien. Puis ensuite, en Afrique, ça, c'est un rêve, là. On a été 4 semaines en Afrique, mais on pouvait habiter chez... Dans quel pays? Chez moi. Afrique du Sud. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. On est descendu à Cape Town. Ah oui, quel bonheur, c'est sûr. Et donc, vous avez voyagé beaucoup. Est-ce que vous pensez voyager encore? Est-ce que vous avez perdu... sûrement. Mais très franchement, avec la pandémie, on dirait que cette espèce d'élan-là, on l'a un peu perdu. Puis on a vraiment décidé qu'on voulait attendre que
le feeling revienne. Alors, il y a quelque chose d'autre que j'aimerais aborder. Vous et votre conjoint, vous avez été des chanteurs, Ouais. vous avez performé pendant des années. J'aimerais ça que Oui, vous m'en parliez un ben petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? comme j'avais dit tantôt, la musique a toujours été très présente dans ma vie. On a, on a, on a pris, on s'est perfectionné en chant classique avec une prof pendant 12 ans. Et dans ce contexte-là, on a monté une revue musicale, thème de film. À deux, c'est Nous ça? deux, oui, OK. oui, en duo. En Une revue. duo, des fois, on avait des Ah, costumes, on avait des... vraiment, là, on a fait medley cinéma avec les costumes puis tout ça. Et puis on a présenté ça. Quand on avait le manoir, on faisait des soupers spectacles, on présentait ça. donc, alors, quel genre de chansons Ben, c'est quoi qu'il y avait dans votre on répertoire? avait, ça s'appelait le clin d'œil. Alors, on a fait un clin d'œil à des revues musicales. Yvon, particulièrement une voix d'opéra. Alors, il y avait une ou deux pièces d'opéra. Il chante bien le toréador, des choses comme ça. Ensuite, on a dans notre quelques standards jazz et beaucoup de répertoires francophones. Brel, on a fait, je fais Piaf, Dalida. Et vous produisiez devant quel public? Ben, c'est des gens qui venaient faire un souper spectacle au manoir. Mhm. À l'époque, il y avait la verrière, puis on avait une petite D'accord, scène, on avait d'accord. installé un système d'éclairage. Mais après, on est allé, là, on était demandé des fois pour du corporatif. On avait un répertoire où des gens qui venaient, un groupe par exemple, qui célébrait quelque chose et là, on faisait une prestation d'une heure. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Je vous ai vu une fois, j'avoue que je vous ai vu une fois au théâtre Bellecour, c'est possible? Oui, À oui, Ville-Fèvre. Ouais. c'est vrai, oui, Ouais. c'est vrai. On avait chanté au Théâtre Bellecour. Ouais, ouais, c'était très bien. Euh, on est rendu pas loin de la fin de notre entrevue. J'aimerais qu'on parle un petit peu, c'est des sujets que vous voulez aborder, j'ai oublié, gênez-vous pas de sauter sur l'occasion, mais j'aimerais qu'on parle un peu de ce de comment on se sent après 50 ans. Est-ce que vous, la cinquantaine, ça a été un moment difficile pour vous ou c'était quelque chose qui a été stimulant? Moi la cinquantaine, tout ça, j'étais en pleine effervescence. C'est plus, je trouve, pour les femmes, une fois qu'on passe à travers la ménopause puis que notre corps se stabilise, ça va bien. Moi, mon petit wake-up call s'est passé à 70. C'est pas Ah oui, compliqué à 70 ans, ouais. Euh, j'ai toujours pris pour acquis que le corps suivait dans toutes les affaires que je voulais faire. on se sent vulnérable, quoi, c'est ça. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, il m'est arrivé juste. Il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui ont toutes sortes de maladies. Moi, en faisant une raide de vélo, j'ai fait une syncope et je suis tombée et j'ai fait une commotion cérébrale. La syncope, ça a été réglé vite parce que j'avais juste une petite problématique cardiaque, puis maintenant j'ai une médication, puis zéro souci. Mais une commotion, moi, ça m'a rentré dedans, d'être obligé de marcher pas plus que 10 minutes, d'être obligé de relire 4 fois un paragraphe parce que j'ai perdu le fil, toutes les fonctions exécutives, cognitives. OK, donc Alors, vous avez vécu quelque chose qui vous a un peu beaucoup. transformé, là, Oui, ouais, qui a oui, changé vos qui a valeurs. duré, oui. Et ça nous amène à remettre les choses en perspective, comme je disais. Et je pense que beaucoup de personnes vivent ça. À un moment donné ou l'autre, là, après 60 ans, 70 ans, il y a quelque chose, il y a des petits signaux de notre corps qui nous obligent à s'arrêter et dire, je veux continuer d'avoir la vie que j'aime, mais là, je dois apprendre à gérer avec un corps qui ralentit un peu, Mais qui n'a c'est pas pas de la la même... morosité, nécessairement. C'est pas de la morosité, C'est simplement une espèce de Oui, réorientation de ses valeurs un oui, peu, ses priorités. ses priorités, ses valeurs. Puis il faut dire,
on arrive toutes, chacune des étapes de notre vie, on y arrive pas prêt. On entre dans l'adolescence, on n'est pas prêt à vivre l'adolescence. On rentre dans l'âge adulte, c'est pas vrai, on n'est pas prêt à rentrer dans l'âge adulte. Et quand on arrive à la dernière étape de notre vie, on n'est pas prêt non plus. Il faut se préparer, il faut regarder, faire des choix, lire. Moi, ça m'aide, les lectures. Mon conjoint est pareil. Est-ce que la spiritualité, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous vous inspirez de penseurs Plus de philosophes. de philosophes? Oui, j'aime bien les lectures de Frédéric Lenoir, par Oui, exemple, oui. qui est un philosophe, mais qui est un philosophe très collé à la réalité. Il y a des livres aussi, comme un livre Vieillir la belle affaire. C'est un gériatre qui a écrit ce livre-là avec un travailleur social. Puis ils font la belle part des choses. Ils disent, bon, ben, qu'est-ce qui est normal de subir quand on vieillit? Mais qu'est-ce qui est de l'ordre de non? Ça, c'est un problème de santé, puis on doit le. Puis faire des choix en fonction de ça pour arriver à vivre ces années-là de façon sereine, avec zénitude, avec sagesse. Et alors, quand tu dis vieillir la bonne affaire, pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est quelque chose Oui, mais qui vous rejoint? je dois dire que ma petite commotion m'a donné des frustrations. Je vais être honnête, là, très honnête, d'accepter de dire, ben, ça va me prendre 3 heures rédiger un communiqué de presse alors que ça m'en prenait 40 minutes. Puis tout à coup, ça s'est estompé, mais tu sais, revenir d'une balade de vélo, puis avoir fait 30 minutes, puis me faire dire par le neurologue, c'est 10 minutes que tu aurais dû faire. Je vous cacherai pas que oui, j'avais de la frustration, j'avais de la colère, et ça fait partie de maintenant, c'est ça, là, c'est pas derrière moi, c'est avec moi. Alors, donc, très brièvement, si je vous demandais qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie maintenant? Comme Moi, on demande à là, quelqu'un de 18 ans, je vous demande à 70 ans qu'est-ce que vous voulez à faire dans la vie? 70 ans, je veux continuer d'accueillir les projets avec positivisme. Je veux continuer d'apprendre toutes sortes de choses. Mon mari a commencé des cours de violoncelle et il est content de ça. Il a 80 ans. Puis il ne s'attend pas de jouer pour l'orchestre symphonique, mais pour son plaisir. Les projets, les envies qu'on a, les accueillir avec joie aussi, de cultiver au quotidien. Je pense que la clé, c'est cultiver les petits bonheurs tranquilles, cultiver tout ça en tenant compte de notre corps. Quelle belle façon de conclure cette émission. Merci beaucoup, Ah, ça m'a Clairette fait Biron. Ça a plaisir. été vraiment agréable. Et merci à vous de nous avoir écoutés si attentivement. Et je vous dis à la prochaine.